Bonjour à tous et bienvenue sur WeBourse, la chaîne des investisseurs, investisseurs en actions et peut-être demain en crypto-monnaie. WeBourse, c'est un projet collaboratif, éducatif, de vulgarisation à l'investissement. Nous avons une chaîne Twitch sur laquelle certains d'entre vous sont en live et puis pour les autres, vous nous retrouvez sur la chaîne YouTube de WeBourse. Au menu du jour, donc, crypto et Web3 avec Nicolas Chéron, c'est moi-même, stratégiste chez zonebourse.com et l'équipe The Big Whale, Grégory Raymond et Raphaël Bloch qui arrivent dans quelques instants. Avant toute chose, un avertissement sur les risques. Les informations graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mises à disposition par WeBourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Les informations que l'on voit ici ne constituent pas des conseils en investissement. Aujourd'hui, nous allons parler crypto. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet ? Eh bien, tout simplement parce qu'il s'agit d'une nouvelle classe d'actifs qui a pris son essor, on va dire, ces 10 dernières années, mais depuis 3-4 ans maintenant, on en parle beaucoup plus et il y a énormément d'investisseurs dessus. Volatilité exceptionnelle, effet de levier possible, beaucoup de jeunes investisseurs, beaucoup de ferveur. On assiste à de très belles performances, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. La capitalisation boursière des cryptos est passée de 300 milliards en 2020 à 3000 milliards fin 2021, donc x10. Depuis, en quelques mois, on a perdu 50%. Donc voilà, une classe d'actifs très spéculative, avec des fans et des anti. C'est le marché des cryptos dont on va parler aujourd'hui. Le but de cette émission, c'est de faire en sorte que les investisseurs actions repartent avec des connaissances et quelques pistes pour creuser le sujet, données par ici les invités professionnels de ce secteur. Et puis pour les fans de crypto, fans de Greg et Raphaël, eh bien ce sera peut-être l'occasion pour vous d'en connaître un petit peu plus sur eux. Messieurs, venez à côté de moi, venez vous installer. Hop. Bonjour à tous. Bonjour. Les voici. Donc oui, effectivement, il y aura une rediffusion qui sera disponible. Ne vous inquiétez pas. Au niveau du son, donc on me dit de parler bien fort, bien distinctement. Je mets le micro devant eux. Et j'espère que ce sera bon de la sorte. Hop, j'ai déjà mis le son à fond. Hop. Et on va les montrer qu'ils sont beaux, ces jeunes hommes. Donc, bienvenue, chers amis. Raphaël, Grégory, très content de vous avoir sur WeBourse aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, notamment les investisseurs sur le marché action, je vais vous demander de vous présenter chacun votre tour. Vas-y Greg, je te laisse l'honneur. Merci. Grégory Raymond, je suis journaliste depuis environ 12 ans. J'ai travaillé au HuffPost au tout début, j'ai suivi la crise de la zone euro là-bas. Après, j'ai travaillé chez BriefMe, qui est une newsletter d'information généraliste, et après Capital, où j'ai lancé 21 millions à travers un podcast et une newsletter par la suite. Et 21 millions, c'était l'un des premiers médias crypto en France. Et j'ai quitté donc Capital très récemment pour créer The Big Whale, avec Raph à mes côtés et Dimitri qui n'est pas présent avec nous mais qui compte énormément. Exactement. Et donc moi, Raphaël, je travaille depuis 8 ans. En fait, j'ai fait des études de finance et de droit. J'étais en école de commerce à l'EM Lyon. Et puis après, j'ai commencé à travailler chez Reuters pour la couverture des marchés. Donc c'était entre 2014 et 2016. Puis j'ai rejoint les Échos où j'ai travaillé 4 ans, entre 2016 et 2020. Je couvrais les sujets financiers. En fait, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler sur tout ce qui est Bitcoin, crypto-monnaie, notamment en 2017 avec le bull run et les années qui ont suivi. Enfin, j'ai rejoint l'Express en 2020. J'y ai travaillé 2 ans, toujours sur couverture des sujets financiers. Et effectivement, avec Grégory, que je connais depuis maintenant 5 ans, 5-6 ans. Voilà, depuis en fait l'émergence du sujet des cryptos, mais au niveau grand public, donc 2016-2017. Et bien voilà, nous avons décidé de créer The Big Whale ensemble il y a maintenant 1 mois, pile. C'est ça. Le nouveau média spécialisé dans les crypto-monnaies. J'ai eu la chance d'y participer dans les premières éditions. Et effectivement, alors vous avez
une newsletter gratuite et une newsletter payante, hein, c'est bien ça? Ouais, exactement, on a une newsletter gratuite qui part le mercredi matin, qui est plutôt destinée aux débutants, aux gens qui veulent s'acculturer à toutes les thématiques du Web3, et une version un peu plus expert avec des informations beaucoup plus pointues qui serviront notamment aux investisseurs et qui est envoyée le jeudi matin. D'accord. Exactement. Et c'est vrai que dans cette newsletter payante, on a notamment publié alors une interview qui a fait pas mal de bruit, hein, celle de CZ, patron de Binance. Et on va publier dans les semaines qui viennent d'autres grosses exclus, interviews, enquêtes. Alors vous avez déjà fait le patron de Binance et le président de la République française. Oui, parce que tu oublies qu'on a eu Emmanuel Macron. Attends, mais ça c'était disponible pour tout le monde, c'est pour ça. Mais, non, mais effectivement, on a de grandes ambitions d'un point de vue évidemment business et aussi éditorial. Et notre but, c'est de par notre expérience, nos parcours, en fait, c'est de créer le média de référence sur tous les sujets liés au Web3 avec ce qui est pour nous essentiel, à savoir une liberté, une indépendance qui nous permettent en fait de parler de tous les sujets, de couvrir tous les projets sans aucun lien commerciaux et donc voilà, de manière totalement impartiale. Exactement, et ça peut paraître un peu contre-intuitif de payer pour de l'information aujourd'hui à l'heure du numérique, mais disons que la clé pour proposer du contenu 100% indépendant et qui ait aucun doute de la part des lecteurs, pour qu'il y ait des doutes sur des compromissions, sur des choses, ça arrive. Donc voilà, nous on a fait le choix du payant. Pour vous donner vite fait les prix, c'est 9,90€ par mois sans engagement, mais vous avez aussi un abonnement à l'année ou même à vie et vous pouvez payer en euros et bien sûr en crypto. Ça c'est beau. Exactement. C'est beau, c'est beau. Donc deux jeunes motivés, des médias dans un nouveau projet, The Big Whale. Et pour tous les investisseurs actions qui veulent donc en savoir un petit peu plus sur les cryptos sans pour autant acheter tout de suite des cryptos ou bien un abonnement payant, vous avez donc la newsletter gratuite hebdomadaire The Big Whale. Alors vous avez parlé un petit peu de ce fameux Web3. Alors aujourd'hui, moi, en plus de ne pas être un expert, je vais faire le newbie, le plus newbie possible, le plus débutant possible. Donc les garçons, c'est quoi le Web3 ? Avant de parler de Web 3, il faut peut-être parler de Web 1, Web 2. Le Web 1, c'est les tout débuts d'Internet, c'est quand tout simplement on pouvait publier des choses en ligne. Enfin, surtout quand des sites pouvaient être mis en ligne. L'internaute en lui-même ne pouvait pas vraiment interagir, juste on se contentait de lire des choses sur Internet. Le Web 2, c'est l'avènement des réseaux sociaux. On peut discuter avec les gens, on peut publier des contenus sur Facebook, sur Twitter et compagnie. Et le Web 3, c'est quoi ? C'est l'Internet de la valeur. C'est que vous avez entendu parler de crypto, de NFT, c'est des objets numériques qui ont de la valeur et qu'on peut s'échanger les uns les autres sur Internet. C'est tout simplement ça. Exactement. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de vous montrer quelques graphiques sur lesquels je suis tombé récemment ou bien que des lecteurs m'ont envoyé et qui permettent parfois un parallèle entre le monde de la crypto et le monde des actions pour que des débutants ou des investisseurs spécialisés dans les actions puissent voir qu'il y a quand même sur certains points des ressemblances et sur d'autres des spécificités bien particulières. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder quelques graphiques ensemble. Je vous en montre un par exemple ici qui est souvent publié par Laurent Pignot qui est le spécialiste crypto de chez Zone Bourse que je salue d'ailleurs et qui publie des très belles choses sur le site Zone Bourse ainsi que sur Twitter. Par exemple, Laurent publie régulièrement ce graphique qui me faisait penser un petit peu au graphique des secteurs sur le marché action, c'est-à-dire que de la même manière que sur le marché action, on va avoir un secteur pétrolier, un secteur bancaire, un secteur du luxe, sur les crypto-monnaies, on va pouvoir catégoriser et créer des secteurs. Alors ici, par exemple, voilà, on va avoir toutes les crypto-monnaies en rapport avec le metaverse, les crypto-monnaies en rapport avec la DeFi, le Bitcoin. Est-ce que cette lecture, cette grille de séparation, cette sectorisation vous semble juste voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Disons que ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on a quand même dépassé le stade d'un marché avec quelques crypto-monnaies, donc c'est vrai que ça a du sens. On en a combien aujourd'hui ? Il y en a tous les jours qui se créent et qui meurent. Je pense qu'on peut dire à la louche 10 000, 15 000. Ouais, ça, c'est-à-dire que quand on prend le site CoinMarketCap, alors qui fait pour beaucoup quand même de personnes sur le secteur un peu office de référence, ça on est entre 15 et 20 000 projets.
Et ce qui est intéressant, c'est que là, quand on prend les courbes, au-delà en fait, Tiens-le, s'il te plaît. au-delà en fait de leur variation, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement les secteurs qui connaissent les meilleures performances sont en fait les secteurs les plus jeunes, enfin ceux qui sont les plus récents. En fait, il n'y a qu'à regarder, c'est-à-dire que Bitcoin, qui a maintenant plus de 10 ans, offre des performances qui sont relativement moyennes. Hein, là, si on prend en fait, la courbe sur les 18 derniers mois, alors que paradoxalement, tout ce qui est secteur du métaverse et de ce qu'on va appeler alors de manière globale les smart contract plateformes, donc qui sont quand même des acteurs et finalement des projets qui sont plus récents, on voit que des performances plus intéressantes parce qu'on sait qu'on est dans un secteur où finalement au démarrage, sur les 2-3 premières années, il y a une recherche de la performance qui est assez importante, il y a beaucoup d'investissements. Donc de fait, ça vient nourrir en fait une courbe assez intéressante et pour le coup, les autres secteurs, hein, je pense notamment tout ce qui est privacy et Bitcoin qui sont donc des secteurs plus anciens, les performances sont intéressantes, mais on voit qu'on n'obtient pas les rendements presque délirants qu'on peut avoir sur l'indice Metaverse. Est-ce qu'on peut parler d'effet de mode en quelque sorte? Oui, un petit peu des faits de mode, mais de toute façon, il y a des choses qui vont émerger dans le métaverse. C'est pas quelque chose qui va retomber comme ça, comme si ça n'avait jamais existé. Mais moi, ce que je remarque, c'est quand même marrant. Quand on regarde cette courbe, le Bitcoin paraît presque, en fait, pas du tout volatile. Ouais, c'est clair. Et Tu me diras, quand on regarde l'action PayPal, Netflix ou Meta aux États-Unis, on se dit que les cryptos c'est soft. Hein. Oui, c'est clair, c'est clair. Et il y a quand même un écosystème qui manque, c'est les tokens de plateformes d'échange. D'accord. Pour moi, c'est un secteur à part entière aussi. Il y a le BNB chez Binance, il y a le FTX donc chez FTX. Et c'est des tokens assez importants qui permettent de bénéficier de remise quand on fait du trading. On peut faire du staking avec ces tokens-là. Et disons que les bourses de crypto sont vraiment au cœur de l'infrastructure du secteur. Et je pense que si on a envie de placer un peu des billes un peu partout, il faudrait aussi s'intéresser aux tokens d'exchange. D'accord. Alors, il y a quelque chose dont je discutais avec Raphaël, je lui disais, quand on a une action, on détient un petit morceau d'une entreprise, d'un groupe, d'un projet, quand on détient une crypto, est-ce qu'on peut dire que c'est un petit peu pareil? C'est-à-dire que une crypto, comme Solana, ce serait une action en fait, avec un projet, un écosystème, une équipe, un budget, un objectif. Mais ce que me répond souvent Raphaël, c'est attention, car en plus de ça, sur les cryptos, il y a une utilité. Ouais. Ça vient rajouter une dimension supplémentaire. Je ne sais pas si je peux montrer, par exemple, pour faire le parallèle, en fait, un graphique que j'avais trouvé sur l'écosystème Solana. Alors tu peux répondre d'une part sur le côté crypto, détention, ce que ça permet de faire, et puis on le voit aussi, quand on parle d'une crypto-monnaie, on ne parle pas juste de quelque chose qui cote, on parle d'un écosystème. Ouais. Donc est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Ouais, non, effectivement, je pense qu'avec Greg, on a pas mal de choses à dire sur cette question. Effectivement, ce qui peut un peu perturber la compréhension en fait, de l'écosystème des cryptos et en fait de tout leur potentiel, c'est que finalement, on essaye à chaque fois, et on en a déjà discuté beaucoup entre nous, à chaque fois on essaie de faire rentrer en fait, les crypto-monnaies dans des catégories existantes. Et donc on se dit, les crypto-monnaies offrent un rendement, donc je vais pouvoir les faire rentrer dans des catégories d'actifs. Alors qu'en réalité, et ça c'est une image avec Greg qui nous amuse un petit peu, c'est de se dire que finalement, en fait les crypto-monnaies peuvent être une action d'un projet, mais multidimensionnelle. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, par exemple, juste une action d'un groupe comme Total, ou tu parlais de PayPal, ou des entreprises comme celle-ci, en fait, tu as à la fois effectivement une sorte de participation. Donc, tu détiens une partie du capital de l'infrastructure, sans avoir forcément, alors pour le coup, des dividendes, mais par contre, tu vas avoir potentiellement des mécanismes d'intéressement, et en plus, tu vas avoir l'usage, il y a également éventuellement une participation sur la gouvernance, et donc en fait, c'est ça qui est intéressant, et qui perturbe un petit peu la compréhension des acteurs traditionnels, qui se disent, ok, mais en fait, comment je peux valoriser une crypto-monnaie? Et là, on est dans la phase, et c'est pour ça qu'avec Greg, on bosse aussi beaucoup sur ces questions, on est dans la phase où, justement, on essaye aussi de faire la pédagogie, en fait, de ce qu'est une crypto-monnaie, sachant qu'en plus, il y en a qui, qui offrent, des bonus particuliers, c'est-à-dire qu'en plus, chaque crypto peut être configurée d'une certaine manière, c'est pas encore harmonisé, donc voilà,
il y a pas mal de perspectives, nous on travaille dessus et on essaye le plus possible de donner de la rationalité à tout ça. Et si on pouvait revenir un peu sur la définition, qu'est-ce que c'est une crypto-monnaie? Pour moi, c'est quelque chose qui est à mi-chemin entre trois notions, c'est-à-dire une monnaie, un protocole informatique et une action à haut risque, comme une action, par exemple l'action de Google à ses débuts. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas chercher à faire rentrer une crypto-monnaie dans une seule case. C'est ces trois éléments à la fois et donc ils peuvent réagir de façon différente. Donc il faut désapprendre tout ce qu'on a appris et vraiment repartir sur une page blanche, quoi. Oui, voilà, on essaye de faire des parallèles sur le marché action pour que les investisseurs comprennent, mais il faut peut-être aussi qu'eux aillent plus loin dans la démarche pour comprendre à quel point on est face à quelque chose qui, certes, a des ressemblances avec le passé, mais qui intègre de nouvelles Exactement. possibilités. Et en fait, le graphe que tu montres là le montre très bien. C'est-à-dire que aujourd'hui, on voit bien qu'une crypto-monnaie, au sens générique du terme, comme celle de Solana, en réalité, permet d'accéder à un écosystème et un environnement financier qui est bien plus large que le simple investissement et la détention d'une crypto-monnaie. Et le sol, donc la crypto-monnaie de Solana, sert à quoi? C'est du carburant pour utiliser toutes les applications qui sont construites dessus. Tout en sachant que en plus le sol va s'apprécier, sa valeur. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de. Et le sol sert aussi à protéger le réseau. On fait du staking donc pour protéger Alors, le réseau. qu'est-ce que le staking? Le staking, en fait, imaginons, Nico, tu as 100 sols, tu veux protéger le réseau, tu vas les immobiliser dans le réseau. Tu ne pourras pas t'en servir, tu ne pourras pas les échanger, c'est bloqué. Et en récompense de ça, tu auras des revenus de staking. Donc un rendement Exactement, pour protéger le réseau. mensuel, annuel? C'est chaque minute, chaque seconde. D'accord, Tu peux effectivement. Ça dépend de la période pendant laquelle tu les stacks. ok. Est-ce qu'on peut expliquer la différence ou bien le parallèle ou le mécanisme stacking, DeFi, c'est la même chose, c'est différent? La DeFi, c'est ce qu'on appelle la finance décentralisée, et le staking, donc qui revient à récolter des revenus en échange de la protection d'un réseau, est une toute petite partie de la finance décentralisée. D'accord, Mais on a besoin effectivement de stacking pour qu'en fait la DeFi fonctionne. ok. Donc DeFi, finance décentralisée, et c'est notamment là où on peut prêter certaines de ces cryptos en l'échange d'un rendement, Exactement. alors qui était très élevé au début, qui l'est un peu moins et qui tendra à se réduire, non? C'est variable, mais sur les stablecoins, c'est toujours très très intéressant. On peut avoir des revenus entre 8 et 20% en fait actuellement en prêtant des stablecoins, donc des monnaies, des cryptos stables payés sur le cours du dollar le plus souvent. Donc quand on voit que le livret A est à quoi 1%, On va peut-être passer à un 25 là. un 25, ça Wow. fait réfléchir. Bon, par contre, c'est beaucoup plus risqué. Les protocoles peuvent avoir des failles, vous pouvez tout perdre. J'ai vu un stablecoin, et zut, j'ai pas noté le nom, mais qui est passé de 1 à 80 centimes, qui d'un coup... C'est probablement l'UST. Ouais. L'UST qui est donc sur le protocole. Donc là, les Luna. gens étaient sortis en crypto, s'étaient mis en stablecoin pour être tranquilles, et Oui, mais c'est justement sur l'UST qui avait le plus de rendement, c'était 18% en ce moment, mais voilà, 18% c'est aussi le prix du risque. Mhm. Et c'était un stablecoin qui est lui algorithmique. On en a d'ailleurs bien parlé dans The Big Well cette semaine, on a fait un gros panorama sur tous les stablecoins. Le stablecoin le plus basique, c'est on émet un token sur la blockchain, mais on garde un dollar sur un compte en banque, c'est gardé en banque, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de risque de piratage. Là, sur l'UST, donc c'est un stablecoin algorithmique, c'est-à-dire que c'est le protocole qui se règle tout seul, mais sans avoir besoin de vrais dollars à côté. C'est un mécanisme où on crée et où on brûle des tokens Luna, j'espère que vous suivez. Là, on vous a perdu, c'est bon. Pour générer un stablecoin, il n'y a pas de vrai dollar derrière. Donc, le gros risque de ces systèmes-là, c'est qu'il y a des fois une décorrélation totale par rapport au prix du dollar. Et donc, voilà les risques. Ce que doivent retenir nos investisseurs actions qui se demandent ce que c'est que c'est un système avec un rendement potentiel où on va prêter quelque chose que l'on détient, mais où bien évidemment, plus on a de rendement, plus on a de risque. Et ça, c'est la loi de tous les marchés en Exactement. fait. Et c'est bien que vous le rappeliez. Mais pour ceux qui cherchent à avoir du rendement de l'ordre de 8 à 10%, voilà, il y a des stablecoins qui sont très sérieux et voilà, on peut le faire. Et notamment via des structures comme CoinHouse, Just Mining, qui s'occupent de placer les stablecoins dans les protocoles de DeFi. Ok.
Autre graphique qui permet un peu de parler de cet écosystème dans son ensemble et de revenir peut-être sur un point, parce que en ce moment, parce que les cryptos baissent, tous les anti-cryptos y vont de leurs articles ou de leurs tweets assassins, que ce soit contre les NFT ou le Metaverse. On va commencer par le Metaverse. Donc le Metaverse est-il un Second Life? Donc pour ceux qui ne connaissent pas Second Life, c'était il y a 10 ans maintenant, hein. Peut-être même un peu plus. Peut-être même plus, donc une sorte de monde virtuel où potentiellement on pouvait avoir un avatar où les sociétés étaient censées venir et où on allait créer tout un monde virtuel dans lequel les gens allaient aller, puis ça s'était terminé en flop. Oui, mais le flop a duré quand même assez longtemps. Ouais, hein. ouais. Et je me rappelle même pendant la campagne présidentielle de 2007, l'UMP, donc les Républicains aujourd'hui, avait une permanence de campagne dans Second Life. Ok. Marrant, non? Et ils ont du coup disparu avec Second Mais Life. ils ont disparu totalement. Ça ne les a pas aidés tant que ça. Donc là, le graphique que vous voyez sous les yeux, en fait, c'est un graphique concernant l'univers du métaverse. Parce que souvent, on réduit métaverse à je mets un casque sur la tête et puis je vais aller dans un monde virtuel dans lequel je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Et en fait, on se rend compte que ce métaverse potentiellement, on parle de paiement en crypto, on parle d'e-commerce, on parle de social media, on parle de réalité virtuelle, on parle de jeux vidéo. Et est-ce que vous ne pensez pas que 10 ou 15 ans après The Second Life, et parce que justement maintenant on est beaucoup plus interconnectés, les jeunes sont beaucoup plus sur leur smartphone et on tend de toute façon à une vie numérique et digitale de plus en plus importante, est-ce que cette fois ce serait pas la bonne? Est-ce que cette fois c'est pas quand même plus gros quand on voit notamment ici toutes les plus grandes marques de la planète pénétrer ce marché à l'heure actuelle? En fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, là, on vient d'évoquer le sujet des crypto-monnaies, donc les monnaies numériques. On sait qu'on est rentré dans une phase où l'économie, en fait, est totalement numérisée. Et finalement, comme l'a décrit tout à l'heure Greg, c'est-à-dire que l'Internet de la valeur ne va pas s'arrêter à la porte, quand on parle de valeur, de tout ce qui est monnaie. Et donc, en fait, ça va toucher par capillarité tous les secteurs. Et en fait, on le voit là depuis maintenant 18 mois, que ce soit dans le gaming, on le voit dans les médias, dans tout ce qui est distribution, consommation. Ça va être aussi le cas dans les e-commerce. Enfin, en fait, tous les secteurs vont être touchés. Et donc là, on commence à voir, et finalement, Meta a été, donc l'ex-Facebook, a été un peu comme il l'avait fait avec Libra, c'est-à-dire le grand coup d'un géant du numérique dans ce secteur. Tentative d'être pionnier. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont voulu un peu préempter le sujet, mais en réalité, on se rend bien compte, et le graphe le montre très bien, que tous les géants vont s'y intéresser. Parce que c'est un relais de croissance qui est phénoménal. Ils vont pouvoir en fait créer dans ces mondes virtuels, via tout ce qui est crypto-monnaie, de nouveaux services. Là, on voit, je regarde à l'écran, mais par exemple Amazon, demain les magasins numériques, c'est-à-dire qu'eux sont des champions des entrepôts de magasins physiques, mais on peut être sûr qu'ils vont vouloir devenir aussi les leaders dans tout ce qui est commerce, mais dans des boutiques qui sont virtuelles. Voilà, et donc tu imagines le métavers, et derrière tu te balades, tu payes directement avec tel ou tel coin. Je pense que peut-être qu'après on parlera des NFT, c'est pareil, les NFT seront ces objets qu'on déplacera dans le métavers. Donc c'est l'économie qui nous attend dans les 10 prochaines années, sachant que évidemment on continuera d'avoir une vie physique totalement normale, mais simplement c'est une nouvelle couche de l'économie. Et ce qui est intéressant, tu parlais de Meta, donc l'ex-Facebook. Il y a quelques mois, Carrefour a annoncé faire des investissements dans le métaverse. Ils ont acheté une parcelle dans The Sandbox et j'avais la directrice de l'innovation de Carrefour au téléphone et elle me disait mais ce qui nous a décidé à nous lancer c'est parce que Meta a dit qu'il y allait, parce qu'il y allait avoir beaucoup d'investissements. Donc Meta, donc Facebook, est extrêmement moteur dans tout ce nouvel écosystème parce que le métavers en fait ça existe depuis longtemps, tu le disais très justement. Il y avait Second Life, mais Decentraland qui fait partie de l'univers très crypto existe depuis au moins 3 ans. Mais voilà, le boom de cette année, pourquoi maintenant il y a plein d'investissements? C'est parce que Meta est arrivé et ils sont prescripteurs de tendance. Okay. Et d'ailleurs, Libra, c'est à partir de la présentation de Libra, donc leur projet avorté de monnaie numérique, que les banques centrales ont commencé à prendre au sérieux les cryptos. La vague de régulation arrive, c'est parce que Libra s'est lancé. D'accord. 2019. Donc, on a parlé des indices des cryptos, des différentes familles. Donc, il faut aller creuser. Ensuite, l'objectif, encore une fois, de ce webinaire, c'est une mise en bouche pour éveiller votre curiosité. À vous, après, d'aller voir la défi, le stacking, les métaverses, etc.
Donc on a vu l'écosystème de ce que peut être une crypto, le métaverse qui n'est peut-être cette fois-ci pas un coup d'épée dans l'eau, et Voilà. on en termine avec un outil d'adoption absolument phénoménal, mais qui est utilisé aussi contre les cryptos comme étant la phase oui, Émergé. émergée de l'iceberg, et le côté vraiment ultra spéculatif de la chose. Je prends un exemple tout bête. Je crois que c'est donc quelqu'un qui a acheté le premier tweet de Dorsey sur Twitter. Il pensait le vendre quelques millions, et puis là, il y a un acheteur en face qui est à 15 000 $ ou même 3 000 $. Donc on a entendu parler des singes, les Bored Apes. C'est quoi ça, les NFT? Tout simplement, un NFT, c'est un certificat qui garantit que vous êtes le propriétaire d'un objet numérique. C'est tout simplement ça. Et donc ça peut être une épée dans un jeu vidéo si vous évoluez dans le métaverse. Ça peut être une carte numérique représentant un joueur de foot dans Sorare. Ça peut être tout genre de trucs. Alors, les vieux boomers, dont parfois je fais partie, répondent bah oui, mais c'est un JPEG, j'ai qu'à en faire une photo et c'est bon, je l'ai, quoi. Oui, mais on peut reproduire à l'infini 100 000 fois la Joconde. Vous ne serez pas propriétaire de celui du tableau qui est au Louvre. Là, c'est pareil. Vous pouvez avoir 10 000 JPEG, mais vous n'aurez pas le fichier original. L'essence même, Exactement. la détention du personnage en question. Et je pense qu'il faut prendre un peu de recul parce que le grand public découvre surtout les NFT à travers les œuvres d'art sur NFT. C'était un point très très important, très intéressant. C'est certainement celui qui ramène le plus d'argent en ce moment. Mais moi, je trouve que le point le plus percutant, c'est sa dimension utilitaire. Le NFT qui peut servir comme ticket, comme carte de membre. Oui, un artiste par exemple, un chanteur, va sortir un NFT ou bien c'est un code à prendre en photo, un QR code pour qu'on puisse avoir accès en exclusivité à une chanson de son prochain nouvel album. Une place de concert, plein de choses. Non mais effectivement, c'est le vrai point des NFT, c'est que là, bon, on a connu la phase en fait, qui est propre à la technologie, hein, c'est-à-dire que c'est un objet numérique unique. Donc c'est intéressant de collectionner, effectivement, on a plein d'exemples d'artistes qui se lancent. Là où Greg a raison, c'est qu'on va rentrer dans une phase, mais pour le coup, qui va vraiment porter encore plus le secteur, parce qu'on va plus être simplement dans la collection d'objets numériques uniques, mais dans aussi leur usage. Voilà, c'est ça, l'utilisation, c'est ce que j'allais dire. Et donc, ça va être effectivement le cas pour plein de marques. On sait qu'il y a plein de grands groupes qui s'y intéressent. Même de Big Whale éventuellement pourrait avoir ce type de système. Voilà, toutes les entreprises vont s'y mettre parce que ça a du sens finalement de pouvoir NFTiser ou tokeniser des choses. Tous les actifs. Et il ne faut pas voir simplement la dimension spéculative. Vraiment, je veux appuyer là-dessus. Ça peut être simplement très utilitaire et très pratique dans le monde numérique. Ok. Parfait. On va passer en plein écran et j'ai quelques questions à vous poser. Quels projets vous semblent les plus novateurs et pourquoi? Alors vous pouvez en choisir un chacun peut-être. Au risque de décevoir ceux qui voudraient de l'alpha, moi ce qui me semble le plus novateur, c'est Bitcoin et Ethereum. Bien sûr, il y a plein de choses intéressantes aussi à côté, mais c'est les plus vieux projets, c'est là où il y a les meilleurs développeurs. Il faut donner la chance aussi à ceux qui arrivent après, hein. Mais voilà, pour ceux qui n'ont jamais investi, qui commencent à peine à découvrir le secteur, regardez surtout Bitcoin et Ethereum d'abord. Ouais, non, c'est vrai que c'est une. Pour le coup, je suis d'accord avec toi, Greg. Hein, c'est-à-dire que c'est essentiel de comprendre déjà comment fonctionnent en fait, les grandes cryptos qui ont structuré et qui ont permis en fait, au secteur de se développer. Après, pour un peu me distinguer, même si j'aurais tendance à répondre comme Greg, je pense, et ça aussi c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup, c'est que tout ce qui concerne les NFT, aussi dans leur dimension démocratisation des cryptos, nous on l'a vu hein, là en l'espace de un an, un peu plus d'un an, depuis vraiment qu'on parle des NFT. En fait, il y a plein de gens qui sont arrivés dans l'écosystème des cryptos via les NFT
Et qui ensuite se Exactement. mettent à découvrir le reste. Exactement. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, on a des gens qui étaient spontanément, pas forcément prêts pour aller dans les cryptos parce qu'ils se disent c'est dangereux, c'est du trafic, c'est la crime organisée, des choses comme ça. Et puis ils sont arrivés finalement dans cet écosystème via les NFT sans même savoir qu'il y avait des cryptos derrière. Et puis là, il y a toute une nouvelle classe en fait d'investisseurs, plusieurs millions, rien qu'en Europe, qui sont arrivés et qui ont aussi alimenté avec les entreprises le bull run qu'on a connu en 2020-2021. Donc voilà, les NFT dans leur dimension grand public sont assez intéressantes. Et juste pour finir, sur la photo que tu as montrée, le NFT juste avant, les Bored Apes, ce qui est très intéressant, c'est que voilà, cette collection, en gros, elle a été lancée il y a 1 an. Aujourd'hui, elle pèse, si je me trompe, aux alentours de 5 milliards de dollars. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a écrit avec Greg dans The Big Well sur leur projet. Ils ne s'arrêtent pas justement aux NFT et à leur valeur, mais ils sont en train de créer en fait tout un empire. Un club, c'est un truc de fou. Un club, et ils lancent leur Ils ont des marques de fringues, il va y avoir des films qui vont être produits par Coinbase et ils ont lancé leur monnaie. Exactement. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que il faut vraiment avoir conscience qu'on est au tout début d'une révolution. C'est pour ça qu'on s'est lancé et qu'on a créé The Big Well, parce qu'on a envie de permettre aux gens de comprendre ce qui se passe et ce qui va se passer. Et en réalité, les NFT sont le socle, mais comme les cryptos, d'une révolution qui va permettre en fait de créer les entreprises de demain. Et donc là, ils ont commencé avec les NFT, mais effectivement, ils ont leur coin, ils sont en train de créer leur terrain dans le métavers, ils vont faire des films, et on sait que demain, ils développeront plein d'autres choses. Et donc voilà, il faut vraiment s'intéresser aussi à ce phénomène. Et pour revenir en fait à la question, quels sont les projets les plus novateurs, pour faire un lien avec ce que disait Raphaël, je pense que c'est ceux qui permettront aux gens d'utiliser les cryptos et les NFT sans que les gens se rendent compte des cryptos et des NFT. C'est l'application de la crypto-monnaie, mais je pense que c'est ça aujourd'hui qui manque à quelqu'un de 60 ans. On lui dit une crypto, c'est pas vraiment une monnaie, en utilité, c'est des choses qui peuvent être parfois un peu particulières pour lui à comprendre. Le NFT, il voit ça comme un JPEG. Ce serait bien qu'on ait plus d'applications pour pouvoir dire, vous voyez, tel type d'application dans vos téléphones ou dans votre quotidien numérique. Ça arrive. Mais pour l'instant, je pense que le meilleur exemple, c'est Sora, vraiment. Ouais. Parce qu'il y a plein de gens qui l'utilisent, donc qui achètent ces cartes numériques de joueurs de foot en ligne pour les collectionner, pour défier d'autres joueurs en ligne dans le cadre de compétition. Il y en a beaucoup qui l'utilisent et qui ne savent même pas que c'est des NFT et des cryptos derrière. C'est une licorne française. Sora fait partie des plus grosses licornes françaises. Ils ont été créés il y a à peine plus de 3 ans et ils pèsent 5 milliards. Donc non, c'est une sacrée histoire. Alors, autre question sur l'industrie en général, mais je pense aussi côté marché. L'entrée des professionnels. Alors c'est autant MicroStrategy qui en a acheté, autant que Tesla a acheté du Bitcoin, autant les professionnels, les traders, avec les ETF, les futurs, etc. Les grandes banques qui avant, c'est Diamond qui disait il y a 3 ans... C'est une fraude. C'est une fraude il y a 3 ans, maintenant c'est l'avenir. Il dit pas c'est l'avenir, mais disons que tous ces hauts cadres disent c'est l'avenir. Lui, il est un peu plus discret. Ça a été un peu édulcoré. Donc, qu'est-ce que vous pensez justement de cette professionnalisation ? Avant, les cryptos, c'était un peu les cyberpunk. C'était un peu, on va créer un monde... Cypherpunk. Cypher pour chiffrement. Tu vas te faire engueuler. Purée. Je vais prendre un taquet. Mais c'est bien, parce que comme ça, je fais le newbie, ce que je suis, et je fais les erreurs pour mes lecteurs. Donc, Cypherpunk, spécialiste du chiffrement. Et tout était parti à la base d'une certaine liberté et d'un certain anonymat aussi. Les cypherpunks, en fait, ce sont des gens qui, quand Internet en fait, a commencé à émerger, ils ont tout de suite identifié le risque d'ultra-surveillance qu'il pouvait y avoir vis-à-vis des citoyens. Et donc, ils ont inventé plein de sécurités pour qu'on puisse naviguer avec un peu plus d'anonymat sur Internet. Et Bitcoin, même si Bitcoin n'est pas anonyme, ça reste l'émanation monétaire de ce modèle de pensée. Bah oui, parce que les gouvernements veulent désanonymiser Internet, Twitter, pour qu'on puisse retrouver les gens. Je sais pas si Musk, là, avec le rachat de Twitter, va changer les choses. Je me disais, tu vois... Il y a des lois, donc il pourra pas aller trop loin. Hier ou avant-hier, je me disais, mais alors attends, s'ils décidaient de certifier toutes les personnes qui mettent leur papier d'identité
Parce qu'en fait, aujourd'hui, moi, Ouais. par exemple, on copie mon compte Twitter, je suis souvent obligé d'envoyer mes papiers pour le justifier. Peut-être qu'ils pourraient dire, tous ceux qui mettent leurs données, on va certifier leur compte. Le problème, c'est que tout le monde aura ses coordonnées sur Internet et on sera tous, du coup, de nouveau catalogués. D'où quand même, pareil, un sujet qui nous tient à cœur avec Greg, d'où l'intérêt en fait de comprendre tous les sujets autour du Web3 parce que justement la question éminemment importante de l'identité numérique, de la protection de ces données passe aussi par toutes les thématiques qu'on aborde. Alors évidemment, bon, Twitter part de loin, mais comme tout en fait les groupes centralisés, c'est-à-dire qu'ils concentrent l'information. Ouais. Ce qui est intéressant avec le Web3 et la décentralisation, c'est qu'on peut justement se réapproprier nos données et en fait les conserver nous-mêmes. Alors il y a plein de protocoles qui existent, on peut aussi les stocker sur un wallet, enfin bref, Ouais. c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que les géants de la tech comme Twitter vont à un moment donné, alors après est-ce qu'ils vont le faire, mais vont être confrontés à cette question de jusqu'à quel point je continue de garder toutes les données de mes utilisateurs, sachant qu'on a aujourd'hui, et on l'aura de plus en plus, les moyens de les récupérer et justement d'en avoir la totale souveraineté. Et sur l'histoire des pros, est-ce que c'est une bonne chose ? C'est la question qu'on se pose depuis 5 ans. C'est ni bon ni mauvais, et d'ailleurs Voilà. on n'a pas grand chose à dire, nous il faut qu'on reste neutre dessus. Mais ce que je remarque, c'est que on retrouve plus de rationalité sur le marché. En tout cas, toi tu dois t'en rendre compte aussi en tant qu'analyste. Avant, je trouvais que c'était un peu n'importe quoi. Le cours pouvait réagir de façon mais vraiment inattendue. Là, on commence à voir des mouvements qui se rapprochent de ce qu'on peut retrouver ailleurs. Ouais. Les pros aussi font ça, apportent de la liquidité et apportent un peu plus de rationalité. Ouais. Mais ça va. Alors qu'avant, on aurait pu parler de pâte à modeler, de quelque chose de beaucoup plus malléable et rapide et fonctionnel, ça devient une grosse Bertha, quoi. Un truc un peu plus. Un éléphant un peu plus dur à faire bouger. Mais dans tous les cas, c'est. Enfin, comment dire. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on connaît aussi, entre guillemets, les durs de chez durs du secteur qui, pour le coup, passent leur temps à. Espèrent que tout le monde se convertisse justement au crypto. Et puis en même temps, quand il y a justement l'arrivée des pros, se disent ça y est, il y a les Yankees qui débarquent, qui vont mettre un bordel monstrueux sur le marché. Et en fait, ils sont en train de nous piquer notre création. Ouais. Mais en réalité, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, et ça vraiment on l'a vu sur ces 18 derniers mois, aujourd'hui il y a du retail, il y a du pro, il y a de l'entreprise, il y a même Les États. Le Salvador. Voilà, le Salvador, La la Centrafrique, on sait qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Mmh. Donc en réalité, aujourd'hui, en fait, il n'y a pas un acteur qui a une influence, plus importante que les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est concerné. Après, la question est de savoir jusqu'à quel point certains États, certaines institutions, on pense aux banques centrales, vont effectivement se tenir en retrait du phénomène. Et sur le cas de Bitcoin en particulier, il faut avoir conscience que Bitcoin appartient à tout le monde. Ouais. Donc les cypherpunks, mais aussi JP Morgan. Exactement. Donc il faut se faire abuser, quoi. C'est pour tout le monde. Alors du coup, c'est parfait puisque la question suivante était que penser de la régulation à venir. Alors régulation soit mondiale, soit européenne. J'ai beaucoup entendu parler de la directive MiCA ces derniers temps, notamment par le relais de notre très chère Aurore. Ça, c'était qui l'a dit. Député qui souvent s'exprime sur le sujet. Qu'est-ce que vous pensez de cette régulation ? Est-ce qu'elle a pour but de simplement faire retomber la spéculation ou vraiment de protéger un peu plus ? Est-ce qu'elle est nécessaire ? Oui, tous les pays du monde vont réguler. Donc il y aura une régulation de toute manière. Là, ce qui se passe en Europe avec MiCA, ça part du principe qu'il faut protéger l'investisseur, le consommateur. Le problème, c'est qu'on risque en fait de réguler peut-être un peu trop. Disons qu'il va y avoir des choses qui seront plus difficiles à faire en crypto que dans le circuit traditionnel. Et ça peut poser un problème. Ouais, non, c'est vrai que c'est un peu l'un des gros morceaux sur le secteur de ces prochains mois, même peut-être de ces 2 prochaines années. C'est qu'effectivement, et tant mieux, je veux dire, l'Europe s'empare du sujet. Ils veulent réguler. Après, là où il y a quand même un gros sujet, et ça, je veux dire, ça engage le destin de l'Europe. On sait ce qui s'est passé il y a 25 ans avec Internet. Ouais. On sait qu'Internet, je veux dire, aujourd'hui, est partout. Et on voit aujourd'hui où sont les géants. C'est-à-dire que
les Européens ont, comme on le dit maintenant, raté un peu le virage d'Internet. Donc les GAFAM sont américains et même les fameux BATX, donc les géants technologiques chinois, sont en Asie. En Europe, on se les cherche encore. On sait que c'est pas seulement parce qu'on n'avait pas forcément le capital investissement, des choses comme ça pour les financer, mais aussi... Ni les ingénieurs, ni les investisseurs, Exactement. on avait tout. Non, exactement, mais on a aussi malheureusement manqué de vision sur tout ce qui est régulation, parce que la régulation quand même détermine beaucoup. Et aujourd'hui, on veut réguler, c'est une très bonne chose, mais le risque, c'est qu'on fasse la même erreur qu'il y a 20 ou 25 ans, et que finalement, on bride les quelques déjà champions européens sur le sujet. On est français, Greg parlait de Sora, il y a aussi Ledger, qui est quand même le leader mondial de la conservation des cryptoactifs. Il y a d'autres Français qui arrivent, en Europe également. Et là, effectivement, ils s'inquiètent de cette régulation. Non pas, et c'est pareil, nous on est journalistes, on est là pour rapporter les faits et ça s'arrête là. Mais il y a objectivement, effectivement, le risque que l'on régule trop et qu'encore une fois, ce soit aux États-Unis d'ailleurs, on le voit, ou en Asie, que les géants émergent et que demain, en Europe, on utilise des services qui soient américains, chinois ou autres, alors qu'on pourrait très bien avoir des services européens. D'ailleurs, on le voit très bien aux États-Unis, avant de réguler, ils regardent comment ça se passe. Ils réguleront après coup, tandis que nous, le risque, c'est qu'on régule avant de voir ce dont on a besoin. Et ça, c'est culturel, il n'y a pas que dans le Web3. Mais l'Europe doit vraiment bosser un peu là-dessus. Exactement. Et alors le président de Binance, qui est venu récemment en France, disait que la France serait peut-être le champion européen des cryptos. Est-ce que vous y croyez et pourquoi est-ce qu'il a dit ça ? Disons que la France a tout pour réussir, en tout cas à la base. C'est un slogan ça, non ? La France a tout pour réussir. La France a un incroyable talent. On peut en faire 10 000 comme ça. Non mais il y a les ingénieurs, il y a quand même pas mal de financement. Bon, certes pas comme aux États-Unis. On a les meilleurs cryptographes du monde. Vous ne trouverez pas un seul projet de finance décentralisée sans avoir plusieurs Français à sa tête, et vraiment dans les hauts postes. La France a tout. Moi je pense que si la régulation n'est pas trop sévère, la France peut vraiment devenir l'une des places fortes au niveau mondial, ça c'est certain. Et pour Binance, aujourd'hui, ils peuvent afficher un tampon, la France m'a régulé, et ils sont très fiers. Ils sont très fiers pour ça. C'est le premier grand pays à avoir régulé Binance, et ils vont capitaliser dessus. Et la France devrait de facto attirer d'autres entreprises. On a marqué un point quand même. Non mais c'est clair, et quand on a eu Sisi en interview, c'est effectivement ce qu'il a souligné, c'est-à-dire qu'il a insisté sur le fait qu'il avait été reçu avec tous les égards et qu'on lui avait vraiment confirmé, il a vu Emmanuel Macron, donc au plus haut sommet de l'État, que la France voulait jouer un rôle. Et effectivement, sur la régulation, la loi Pacte a permis en 2019 à la France d'avoir assez vite un cadre et clair en plus sur les cryptos. Maintenant c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'en général en Europe on démarre plutôt bien, c'est ce qu'on a fait sur les cryptos, et la France est leader de ce point de vue-là. Après il faut continuer, et en réalité on a presque fait paradoxalement le plus simple, c'est-à-dire qu'on s'est lancé. Maintenant ce qu'il faut c'est maintenir l'effort, parce que quand les Américains et les Chinois accélèrent, on sait qu'ils le font avec des moyens qui sont sans commune mesure et qu'on est capable de déployer. Ok. Merci messieurs pour vos avis sur ces sujets-là. Concernant les questions qui sont dans le chat, j'en ai noté quelques-unes, on les verra après. J'en ai encore quelques-unes à commenter avec vous. Alors là, je vais vous montrer quelques graphiques. C'est des graphiques qui sortent souvent en fait et qui sont utilisés par les nouveaux, etc. en crypto. Le but c'est peut-être de vous dire ce que moi j'en pense et puis de vous pareil. Donc c'est bon, je suis repassé sur le plein écran et le premier graphique c'est celui-ci. Alors pour ceux qui nous regardent, la courbe blanche c'est la courbe de l'adoption d'internet entre 1992 et 2006 avec une croissance annuelle de pratiquement 50%. Et la courbe ici en jaune, ce sont les cryptos qui pour l'instant montrent une adoption aussi énorme, voire même un peu plus rapide que fut l'internet en son temps. Alors, adoption énorme il y a eu, par différentes vagues d'adoption, il y a eu des vagues de hausse et des vagues de baisse. On voit bien qu'actuellement on est dans une vague de baisse et que si on veut repartir sur le fameux bull run, les fameux 100 000 $ sur le Bitcoin, etc., va falloir des nouveaux adoptants en quelque sorte.
C'est le président de Coinbase qui disait que selon lui, dans les 10 ans à venir, c'était une information que tu relayais, on allait passer de 200 millions de personnes qui utilisent des cryptos aujourd'hui. D'ailleurs, tu as mis les chiffres cet après-midi sur Twitter, on est à 200, 240 en fonction du total des courtiers, puis certains, je suppose, sont chez différents courtiers. Donc on va dire 200 millions de personnes, et la target à 10 ans, c'est 1 milliard. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce possible? Oui, Est-ce... j'en suis persuadé, hein, j'en suis persuadé. Mais parce que les cryptos, voilà, il faut pas croire que les cryptos vont remplacer l'euro, le dollar et tout. En fait, les cryptos, c'est les NFT, c'est tout ça. Donc, je pense que d'ici 10-15 ans, tout le monde aura touché un NFT à travers une application mobile, tout simplement. Hein. Ouais. Moi, honnêtement, je suis super content que tu aies pris ce graphe parce que c'est quasiment un de mes préférés. Je veux dire, quand on commence à discuter de ces sujets, je trouve qu'il parle de lui-même, c'est-à-dire que... Oui, est-ce qu'on est dans un épiphénomène? Voilà, on regarde la courbe. Exactement, c'est-à-dire qu'après, évidemment qu'on est encore tôt dans l'adoption, si tant est qu'elle devienne massive, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde quand même s'accorde à dire que Internet est le phénomène de ces 30 dernières années, ce qui a profondément bouleversé nos sociétés. Et quand on regarde la courbe d'adoption des cryptos, et quand on voit aujourd'hui ce que représente Internet, ça donne quand même une idée de ce que potentiellement les crypto-monnaies pourraient être à 10 ou 15 ans. Et en fait, c'est phénoménal. Et il faut regarder les sondages, notamment sur la classe d'âge des 18-34. Ouais. Le taux de pénétration est vraiment énorme. Ouais, exactement. Je prendrai cette phrase pour... en descriptif YouTube. La pénétration est énorme. Le taux. Autre graphique, alors qui est souvent sorti soit par des gens en dépression, soit par des gens qui n'aiment pas les cryptos. En fait, ce sont les corrections historiques, les fameux bear markets du Bitcoin depuis 2012, donc sur les 10 dernières années, avec des corrections qui vont en général autour de 35%. Certaines vont jusque 50% et les pires ont été jusque 86,9% de baisse. Et on remarque que ça ne se calme pas, hein. Ouais. C'est même pire. Ouais, la volatilité continue d'être absolument énorme. On en a eu en 2018, en 2020 avec le Covid, en 2021. Oui, parce qu'en 2021, on explose puis on consolide. Ouais. Et donc même à l'intérieur d'un marché haussier, les corrections peuvent être extrêmes. C'est vrai, c'est super intéressant de voir ça. Après, il y a aussi justement le graphe que nous on aime bien sortir régulièrement, qui permet totalement de dézoomer. C'est-à-dire que quand on regarde ça, on se dit oh la vache, il y a quand même des périodes où ça tangue. Ouais. Et puis quand tu prends finalement l'évolution du marché du Bitcoin avec une échelle logarithmique. Allez. C'est parfait. Ça va mieux. Voilà. Non mais grosso modo, c'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant et je trouve qu'il est même crucial pour justement les investisseurs, notamment ceux qui sont plus portés sur les actions. C'est de dézoomer. Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'en gros, évidemment, et ça on le sait avec Greg, il y a des opportunités monstrueuses quasiment tous les jours, et tu le sais sur les cryptos. Mais il y a aussi, finalement, et c'est ce qui nous intéresse un peu plus, c'est la tendance de fond. Et en réalité, quand on dézoome, on voit bien ce à quoi on a affaire. C'est une courbe qui ne cesse de grimper. Alors évidemment, avec des grosses corrections, mais quand même, la tendance est assez nette. Et on peut aussi remarquer que quelqu'un qui a investi dans le Bitcoin et qui a gardé son investissement pendant au moins 3 ans a toujours été dans le vert. Ok. Un petit peu comme le graphique que j'aime sortir sur les actions pour dire que les investisseurs long terme qui détiennent des actions à plus de 10 ans ont 90% de chances d'être gagnants. Et aujourd'hui, toute personne qui détient du Bitcoin depuis plus de 3 ans est en gain en fait. C'est ça exactement. Okay. Donc il faut être patient et faire le dos rond quand il y a les moins 83%. Alors, faire le dos rond ou bien s'appeler Jean-Michel DCA. Jean-Michel DCA est très heureux, très connu et très heureux dans ces périodes-là. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le DCA, c'est une blague. Hein. Jean-Michel DCA, en fait, c'est le débutant qui veut faire de la crypto et qui va utiliser la méthode du DCA, c'est-à-dire des achats mensuels programmés. En fait, Jean-Michel, après avoir vu des webinaires de ce type et compris qu'à long terme, la tendance était haussière, mais qu'on ne pouvait pas faire du market timing et décider quand ça allait monter ou baisser, Jean-Michel fait quoi? Il en achète un petit peu tous les mois.
parce qu'ils visent le très long terme et la dynamique d'adoption, de développement et de bull market très long terme. Et donc on peut se servir de ce graphique-là en se disant qu'en fait, à moins 50%, ça devient des opportunités historiques, et à moins 70-80%, c'est le moment où tout le monde déprime, et où la télé dit ça y est, c'est la fin, et où il faut en acheter. Là, on est à 34 000 $ au moment où on parle, ça veut dire qu'on a perdu plus de 50% par rapport au plus haut. C'est quasiment 50%. Ouais. Et donc, déjà, on sent une sorte de déprime par rapport aux acteurs. Alors on va en parler après et on viendra au cycle émotionnel de l'investisseur, mais il se pourrait que la baisse en cours qui décourage certains soit attendue par, je pense, les anciens de la crypto depuis un bail, parce que pour eux, à chaque vague d'adoption, il faut aussi une vague de destruction. Vague d'adoption où il y a plein de gens qui arrivent sur le marché en mode débile, en levier, qui se font pulvériser, ou de gens qui achètent tout en haut dans la hausse quand TF1 en parle, et qui vont sortir tout en bas dans la baisse une fois qu'ils seront complètement déprimés. Non, exactement. Et là, ce que tu décris, nous, on l'a déjà vécu plusieurs fois et on sait que ça va se reproduire. Ouais. Vous me l'aviez dit déjà il y a un an. Non, mais c'est-à-dire qu'on sait pertinemment, et c'est pour ça que c'est aussi important un peu de s'acculturer, enfin de s'informer sur ces sujets, c'est que on connaît des investisseurs qui sont effectivement arrivés au moment où ça grimpait, et en réalité, ce qui provoque ces corrections, on en avait déjà parlé, hein, c'est que les nouveaux entrants sont un peu dans une situation de panique, et donc il y a des, alors en plus de liquidation, des gens qui vendent en masse, et effectivement ils se brûlent à ce moment-là, ils vont attendre quelques années, ils vont peut-être rentrer, donc là on va soit avoir des gens qui avaient vécu le bear market de 2018 qui vont re-rentrer, ou alors des gens qui sont effectivement en DCA qui vont en profiter pour, comme on dit, buy the dip ou des choses comme ça. Alors un autre graphique, c'est un peu pour expliquer, là c'était à but pédagogique et c'est un peu ma vision des choses et voir si vous la partagez. En fait c'est un graphique qui montre ici le point bas du Covid, le S&P 500 en noir, et puis certaines classes d'actifs qui se sont envolées post-Covid, soutenues par l'ultra-liquidité, les injections des banques centrales et les plans de relance des États, et notamment les chèques envoyés à la population aux États-Unis. Et en fait, les gens ont mis leur argent dans les classes les plus spéculatives qui étaient, c'est-à-dire le Bitcoin et on va dire le secteur Bitcoin, la tech non rentable, donc non-profitable tech, les IPO, les SPAC. En fait, 2020-2021, on a des nouveaux entrants en bourse, ils cherchent de la volatilité pour faire des gros coups vite et bien, et donc tout le monde se met sur ces classes d'actifs, dont les crypto-monnaies. Et en fait, depuis maintenant 6-9 mois, fonction des cryptos, fonction du marché, si on regarde le Nasdaq, si on regarde les non-profitable tech, en fait, ça fait déjà presque un an qu'on a commencé à petit voir des capitaux se retirer. Et depuis le début de l'année 2022, ça accélère. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a une inflation élevée, des politiques de banque centrale qui étaient en soutien depuis 10 ans qui se retirent, une liquidité qui se retire, et donc des marchés spéculatifs qui retombent parce qu'on a cette spéculation, hyper-spéculation qui retombe d'elle-même en fait. Ouais, alors ce qui est... moi ce que ça m'inspire spontanément, c'est que, bon, évidemment, la tendance est claire, on voit à quel point sur notamment le Bitcoin et la tech, c'est parti fort. Après, ce qui est intéressant, c'est que, en général, ces cycles sont aussi synonymes d'investissement massif dans justement beaucoup de projets. Et finalement, l'argent qui a été investi à partir de début 2020, sur un cycle qui va durer 2-3 ans, on commence là un peu à en voir les fruits et on va le voir au fur et à mesure. C'est-à-dire que on l'a connu en 2017, beaucoup d'argent, 2018 ça rechute, mais en réalité de l'argent a été placé. Pendant ce temps-là, il y a des projets qui avancent. On voit plein de projets crypto Web3 qui se développent et c'est aussi ça qu'en réalité il faut aller chercher, et c'est là où derrière on voit des performances incroyables parce qu'ils ne valent pas grand-chose, mais ils sont financés et puis après ils boom dès qu'ils se développent. Exactement, et on parlait un peu de Solana au tout début, Solana, Avalanche, ça c'est des projets qui ont été imaginés et dont les premières pierres ont été posées au tout début du bear market de 2018. Donc là actuellement, certes il y a des baisses sur les marchés, mais il y a des projets très très importants dont on ne connaît pas encore le nom qui sont en train de naître et qu'il faut identifier le plus rapidement possible. Ok.
Bah, c'est dans les périodes de correction qu'on fait ses courses. Hein. Warren Buffett dit on achète la peur, on vend l'avidité. Hein. Donc, Il dit aussi que Bitcoin est bidon. Non, j'ai... Non, il est à l'ancienne. Ah, mais Il est à l'ancienne, Papy Buffett. Bon, après, il a des performances qui font qu'on le respecte. Oui. Ouais, c'est. Non, mais pour revenir là-dessus, il avait dit qu'il voulait pas tous les bitcoins pour $25. Bah oui, parce que quand on les détient tous, ça vaut plus rien. Ouais. Et puis aussi parce qu'il aime bien avoir d'un logement, on peut toucher un loyer, d'un champ, on peut toucher peut-être une récolte. Et du bitcoin, il ne La disait- liberté. Le prix de la liberté, oui. Ouais, j'ai mon bitcoin sur mon ledger, c'est bon, tac, ma petite banane de survie. Alors, autre graphique, pour montrer en fait que parfois il faut passer par des boom and burst, comme disent les Américains. Ici, vous voyez un graphique du Nasdaq entre 1993 et 2003, avec la bulle des valeurs techno et la retombée. Et en blanc, ARK, le fonds, l'ETF de Cathy Woods, spécialisé sur les valeurs non profitable, donc qui ne gagnent pas d'argent, donc des valeurs tech à forte croissance. On voit bien qu'en fait on est dans des mécanismes habituels, entrée du public, surspéculation, la bulle éclate, et puis de cela émerge quelque chose, c'est-à-dire que certes, ici en 2003, le Nasdaq était au plus bas et avait corrigé de 80%, mais suite à cette baisse ont émergé les leaders qu'on connaît aujourd'hui, Google, Facebook, Amazon, Netflix, etc., qui dirigent le monde et qui tiennent les marchés. Et donc on pourrait penser que les vagues de correction, comme 2017 ou comme la vague actuelle, sont des vagues qui font disparaître les mauvais projets, mais qui nous permettent aussi de rentrer à meilleur prix sur les projets qui à long terme sont les plus porteurs. Et vous remarquez, quand vous prenez le top 10 des capitalisations de crypto sur CoinMarketCap par exemple, c'est plus du tout les mêmes qu'il y a aujourd'hui et qu'il y avait en 2017. Donc l'éclatement des bulles, c'est très positif, quoi. Comme tu dis, ça permet de faire le ménage, quoi. Ça nettoie. Les Bitcoin Cash, ce genre de choses, on les voit plus trop. Hein. Mais il y a encore XRP. C'est vrai, le fameux Ripple. Alors ça c'est un graphique sur les liquidations, c'était juste un petit point là-dessus parce que les investisseurs sur actions sont moins au fait de ce genre de choses. Lorsque le Bitcoin est très pressurisé à la baisse et que d'un coup il s'envole, on entend parler de liquidation des shorts. Et inversement, quand le Bitcoin se traîne puis d'un coup lâche à la baisse, on entend parler de liquidation des achats. Qui est-ce qui se fait liquider? Ça, c'est une bonne question. Non, c'est une très bonne question. Moi, spontanément, j'ai pas la réponse à cette question parce qu'en réalité, on est quand même encore sur un marché relativement opaque. Je veux dire, il n'y a pas la même transparence que sur les marchés classiques. Non, je vous coince, c'est pas facile forcément comme question, mais c'est quoi la définition de la liquidation en fait? C'est tout simplement quelqu'un qui à un moment donné n'a pas assez de sous sur son compte pour faire face à la taille de la position qu'il détient. Et en fait, la liquidation ne concerne qu'un seul type de personne, c'est Jean-Michel Levier. Et oui, c'est vrai. Et oui, Jean-Michel DCA achète avec l'argent qu'il a de côté et va un petit peu perdre sur ses deniers quand le marché baisse. Jean-Michel Levier, lui, va se faire exploser au moindre mouvement qui va à l'inverse de son sens. En fait, pour que les auditeurs sur Action comprennent, vous savez, sur le marché français notamment, on a le SRD, Service de règlement différé, qui permet de faire du levier qui va de 1, 2, 3 jusqu'à 5. Bon, sur les bitcoins et les monnaies, c'est 125. Sur Binance, ça va jusqu'à 125. Voilà, donc imaginez que vous avez 10 000 euros sur votre compte, vous mettez en levier 100, donc vous avez une position qui fait 1 million. Il suffit que le Bitcoin perde 1% pour que vous perdiez l'ensemble de votre compte. Et donc, si le Bitcoin perd 5% dans la journée, eh bien, tous ceux qui sont en levier 10, 15, 20, 100, etc., volent en éclats. Et alors, pourquoi je parlais des liquidations? C'est aussi pour dire que parfois, parce que les cryptos, c'est beaucoup de psychologie, sur des points hauts et des points bas, il faut qu'on ait sur des points hauts de l'euphorie pour vraiment avoir capitulation des vendeurs et liquidation des vendeurs, et puis le sentiment du risque à ce moment-là qui est maximum, et puis à la baisse,
qu'on ait liquidation des acheteurs et un sentiment absolument horrible. Mais c'est généralement dans ces phases-là qu'on achète. Ça pour que les gens comprennent aussi que parfois, quand le Bitcoin est sur un niveau et qu'on se dit il va repartir, il y a beaucoup de gens qui disent dans les cryptos, il faut qu'on aille chercher la liquidité d'abord. Et aller chercher la liquidité quand on est posé sur un support, souvent c'est aller défoncer le support avec quelques stops pour pouvoir repartir de l'avant par la suite. Donc encore plus que sur les indices et les actions, il faut être un peu au fait de ces phénomènes. Quelque chose dont tout le monde parle actuellement. Tout le monde en parle. Je vais me faire l'avocat du diable. La corrélation entre le Bitcoin et le Nasdaq est maximum. On pourrait limite dire que si je veux trader du Bitcoin aujourd'hui, j'ai pas besoin d'ouvrir un compte chez un courtier crypto. J'ai juste besoin de faire du Nasdaq en levier 10. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Non mais là la corrélation elle est très positive, oui bien sûr, mais parce que tous les actifs à risque sont plus recherchés par les investisseurs, tout simplement. Mais parce que on traverse une phase de marché, je pense, très particulière. Donc la corrélation augmenterait dans les phases de baisse, mais pourrait diminuer dans les phases de hausse. Oui, je pense. Je pense aussi. Mais après, Bitcoin, on parle de lui comme une réserve de valeur potentielle à chaque fois. Le Bitcoin a 13 ans. Il faudra voir sur le long terme vraiment s'il peut s'affirmer. Donc pour l'instant, c'est sûr, on est obligé de dire que c'est un actif à risque, qui se comporte comme un actif à risque. Ok. Et je suis complètement d'accord avec toi sur le fait qu'il y a une augmentation de la corrélation, une synchronisation de l'ensemble des actifs risqués. Parce que quand on est dans des phases de marché où c'est la psychologie des investisseurs qui drive tout est corrélé. Le CAC est corrélé au Nasdaq, qui est corrélé au Bitcoin, qui sont inversement corrélés aux actifs refuges et autres. Et donc en fait, t'as plus qu'une seule catégorie actifs risqués, actifs refuges. Point à la ligne, tout va ensemble, tout va de pair, tout est corrélé, on jette le bébé avec l'eau du bain. C'est ce qui se passe en ce moment, d'où cette corrélation énorme. Alors, elle n'est pas forcément gênante. À long terme, on aimerait bien évidemment, si on est en crypto, que ça se décorrèle de nouveau, ce qui n'est pas inconcevable. À court terme, ça peut peut-être servir à une chose, dans le sens où, en suivant le Nasdaq, en suivant les indices, en suivant la macroéconomie, les politiques de banque centrale, etc., on arrivera peut-être à mieux définir un point d'inflexion sur les cryptos. C'est ça. Mais moi, je pense qu'il faut... le côté réserve de valeur du Bitcoin viendra de ce qu'on appelle du phénomène de réflexivité, c'est-à-dire qu'à force de répéter que le Bitcoin est une réserve de valeur, en fait, il le deviendra presque par magie. Oui, parce qu'on sait que ce qui fait la véracité d'une monnaie, c'est la confiance que les gens mettent dedans. Oui, exactement. Si demain on fait la même chose à grande échelle avec le Bitcoin, c'est pareil. Exactement, et les initiatives du Salvador, de la Centrafrique et d'autres pays et d'entreprises comme MicroStrategy qui mettent du Bitcoin dans leur trésorerie parce que c'est une protection contre l'inflation sur le long terme, ça va infuser dans l'esprit des gens. Et c'est comme ça que Bitcoin s'imposera comme une réserve de valeur. Alors j'avais un lecteur qui disait quelque chose d'intéressant, j'ai liké son message, oui voilà. Donc un lecteur qui reprenait Nassim Taleb, Taleb qui désormais tape fort sur le Bitcoin. Donc Bitcoin n'est pas un hedge pour l'adversité, pour l'inflation, pour la déflation, n'est pas une monnaie, ce n'est rien. Bon, Nassim Taleb a son habitude. Et donc le lecteur qui reprenait ce message de Nassim Taleb disait voilà, quelqu'un peut-il m'expliquer l'intérêt des cryptos? Parce que pour des usagers dans les pays développés, où il y a des problématiques monétaires, je pense à la Turquie, je pense au Venezuela, à l'Argentine et autres, on comprend que les gens veuillent d'un coup aller sur le Bitcoin et avoir quelque chose d'un peu plus tangible, même s'il ne l'est pas du tout. Mais quid des pays développés? C'est effectivement le sujet que nous, on doit, entre guillemets, traiter en travaillant de France, c'est que régulièrement on nous objecte, mais ce qui est un argument totalement fondé, qui est de dire mais à quoi sert le Bitcoin et à quoi servent les crypto-monnaies effectivement dans une économie, une société dans laquelle globalement, quoi qu'on pense des banques, des systèmes de paiement, ça marche.
C'est-à-dire que Ça marche même très bien. voilà. Par exemple, les virements instantanés, c'est plus efficace que les cryptos. Hein. non, mais voilà, c'est-à-dire que il faut quand même regarder comment les choses sont organisées. En France et en Europe, il y a des agences bancaires à peu près partout, les gens sont équipés. Donc c'est vrai que finalement, ce qui a fait le narratif autour du Bitcoin et des crypto-monnaies sur la bancarisation, sur le fait qu'on puisse faire des virements sans intermédiaire, a moins de sens dans des régions du monde où effectivement on se dit tous ces services, on y a déjà accès. Et c'est d'ailleurs pour ça que le Salvador a adopté le Bitcoin, que la Centrafrique vient de le faire, et que finalement c'est dans les régions du monde où le système financier est le moins développé que le Bitcoin fonctionne. Après, tu mentionnais la Turquie. Bon, la Turquie est quand même un pays relativement développé. Ce qui, pour le coup, commence aussi à changer la donne pour les cryptos, c'est que on sent bien, et pareil pour l'Argentine, que dans des pays un peu plus développés, où finalement il y a quand même des questions sur la monnaie. En ce moment, on parle beaucoup d'inflation. Je veux dire, quand on est dans des pays où on dépasse les 10% d'inflation aux États-Unis, on est sur un rythme annuel à peu près à 8%. Là, pour le coup, les crypto-monnaies commencent à avoir encore plus de sens. En fait, c'est le vrai narratif que nous on connaît depuis des années, qui est de dire la politique, et tu chroniques ça très bien au quotidien, les banques centrales ont injecté des sommes folles dans l'économie pour de bonnes raisons, mais il y a quand même des conséquences. La conséquence, c'est une hyperinflation. Vont-elles réussir à en sortir? Oui, non, c'est un autre débat. Mais en attendant, Bitcoin, qui est en quantité limitée, est censé offrir une porte de sortie dans les pays justement développés, où on se dit c'est pas forcément pour payer, mais justement comme disait Greg, c'est réserve de valeur qui va s'apprécier à mesure que les monnaies qu'on utilise chez nous, euros, dollars, vont se péter la gueule. Bien sûr, et un Français qui investit dans le Bitcoin, c'est pas un Français qui croit que l'euro va disparaître, c'est aussi quelqu'un qui croit dans la prouesse technologique qu'est le Bitcoin, c'est-à-dire le transfert de valeur sans intermédiaire. Oh, you mean that you are here for the tech? Yes, yes sir. Yes sir. Surtout quand ça baisse. Alors, j'ai d'autres petites questions qui sont des questions habituelles envoyées par les gens qui n'aiment pas les cryptos ou le Bitcoin et qui me sont revenues aux oreilles puisque j'ai annoncé qu'on allait faire ce webinaire ensemble. Quelqu'un me disait de toute façon, le Bitcoin, il n'y a pas grand-chose derrière, c'est en tous les cas pour l'instant purement de la spéculation. On vient de le dire, tu vois, c'est aussi un système de paiement décentralisé. Donc ce n'est pas de la spéculation. Mais le problème derrière, c'est est-ce que la spéculation c'est mal? Non. Quand il y a des nouvelles technologies qui arrivent, forcément il y a de la spéculation, c'est naturel. Et il y a une certaine prise de risque pour les précurseurs qui vont dedans. Exactement. Et c'est vrai que spéculation est peut-être l'un des termes, j'allais dire, les plus mal connotés. C'est-à-dire que spéculation, c'est quelque chose qui est... c'est forcément mal, mais c'est vrai que la spéculation, c'est juste... C'est parier sur quelque chose d'avant-gardiste aussi. C'est effectivement imaginer, c'est se projeter. Alors évidemment, puisque là, on est sur un sujet qui a un impact, je veux dire, financier, voilà, on peut se dire, quelles conséquences quand effectivement on spécule. Certains, et d'ailleurs c'est le cas par exemple du FMI, à chaque fois qu'un pays commence à s'approcher alors je parle même pas de légaliser, plutôt de faire du Bitcoin sa monnaie légale, mais même d'envisager, d'intégrer le système, chaque fois c'est non, vous allez basculer justement dans un univers qui va faire exploser le pays. Donc voilà, dès qu'on parle des crypto-monnaies qui ont aussi tendance à effectivement pas mal rebondir à la hausse ou alors à connaître quelques corrections, ça inquiète les gens. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que, comme le dit Greg, il y a le prix, mais pas que, il y a toute la techno, les projets derrière. Et surtout, ce qui est intéressant, et ça rejoint tout à l'heure ton autre graphe, il faut prendre du recul, c'est-à-dire que Bitcoin au départ était très volatile, et pareil, sur longue période, il a tendance à l'être de moins en moins. Et ça qui est intéressant, pourquoi? Parce que ce qu'on appelle les holders, je veux dire les gens qui conservent les cryptos, on sait aujourd'hui que en fait, plus le temps passe et plus les gens ont tendance à conserver. Conserver les cryptos. De moins en moins de liquidité sur les exchanges, donc à terme un potentiel corner et tous les scénarios de hausse qui vont avec. Mais c'est un sujet intéressant parce qu'il y a de plus en plus de holders, mais Bitcoin a été inventé comme un système de paiement quand même. Donc c'était pas vraiment pour holder. Mais en fait, c'est les gens qui se saisissent du Bitcoin et qui font de Bitcoin ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est pour ça que Satoshi, il faut pas le mettre sur un piédestal, c'est plutôt les utilisateurs. Ok, c'est beau ça. D'ailleurs, c'est toujours en parallèle avec ça, souvent les gens disent oui mais il y a
un grand nombre de bitcoins qui est détenu par une toute petite minorité. Alors ça part d'une stat, c'est quand on prend les plus grosses adresses de bitcoin, parce qu'on peut tout voir sur la blockchain, savoir combien il y a de bitcoin sur Oui, sur c'est tout à fait transparent. Et donc quand on prend par exemple le top 100 des plus grosses adresses, oui effectivement il y a la plupart des bitcoins sont concentrés sur quelques adresses. Sauf qu'en fait ces adresses elles sont rattachées à des plateformes d'échange. C'est les bitcoins de... Donc en fait on dit une adresse représente, allez on va dire 2% des bitcoins, sauf qu'en fait ça c'est les 350 000 clients ou 10 millions de clients. Exactement, pour filer la métaphore de Greg, c'est un peu comme si on expliquait que BNP, Société Générale, Crédit Agricole, Crédit Mutuel et Banque Populaire, Caisse d'Épargne détenaient 95% des euros en circulation en France. Ouais. Ça n'aurait juste ça aucun sens. Ça veut pas dire grand chose en fait. C'est-à-dire que ça, il n'empêche qu'on a chacun de l'argent dans des banques, c'est notre argent. Et derrière, effectivement, certains prennent l'argument de 90% des cryptos sont sur 100 adresses pour dire ah oui c'est concentré. Non, comme le dit très bien Greg, ce sont les exchanges qui détiennent une grande partie des... Après, il y a quand même des gros portefeuilles individuels, certes, mais, dans la finance traditionnelle, il y a aussi des gens qui s'appellent Warren Buffett. Il y a Warren, et puis il y a aussi Fidelity et autres grands fonds qui détiennent, les mecs qui détiennent 10 000 milliards d'actions, les grands français, Carmignac et autres, ou les grands américains. Et en fait, ils détiennent une grosse partie de la bourse dans son ensemble. Bien sûr. Mais je pense qu'il y a dans Bitcoin, il doit y avoir de la manipulation de cours. Ça, mais sûr. Bien sûr, mais comme tous les marchés. Mais sur tous les marchés. Le truc, c'est par contre que Bitcoin ne peut pas être régulé. Il n'y a pas la SEC derrière. Donc il y a moins de risques aussi. Oui, on a vu de toute façon historiquement tous les marchés être manipulés, le marché obligataire, le marché action, le marché des taux, donc c'est légitime, dès qu'il y a gain potentiel rapide, il y a des gens qui tentent des choses. Deux autres points qu'on reprend souvent, que mon grand-père aurait pu me dire à Noël, le Bitcoin ça consomme plein d'énergie, ça détruit la planète. Ça c'est pareil, ça fait partie des... non pas des poncifs, mais évidemment de ce qu'on entend régulièrement. Là-dessus, nous on est clair, il y a évidemment un enjeu énorme d'un point de vue environnemental, mais pour une simple... pour deux raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, en 2022, les questions liées au climat et à l'environnement sont cruciales. Ouais. Et donc, finalement, ça concerne les crypto-monnaies, mais ça concerne toute l'économie. C'est-à-dire qu'on a face à nous un enjeu considérable qu'on va devoir adresser. Et plus particulièrement sur les cryptos et sur Bitcoin qui détruit la planète, c'est vrai que Bitcoin a un fonctionnement qui lui est propre, parce que c'est un protocole décentralisé. Donc il faut trouver finalement un système qui permette à tous les utilisateurs de Bitcoin de se faire confiance sans à un moment donné déléguer le pouvoir de contrôler la Bitcoin. Et ce qui a été inventé, donc c'est ce qu'on appelle le Proof of Work, c'est finalement montrer que l'on contribue au réseau et ça passe par la dépense énergétique. Ouais. Alors après, il y a évidemment un débat sur est-ce que Bitcoin consomme trop comment on pourrait l'améliorer pour rebondir sur justement les faux chiffres comme Greg en parlait sur tout ce qui concerne le Bitcoin qui est inégalitaire. Ouais. Il y a également un chiffre qui ne cesse de tourner sur Bitcoin, et je pense que la plupart des auditeurs et lecteurs le connaissent, qui tendrait à dire que Bitcoin consomme autant que le Danemark. Alors un coup c'est le Danemark, un coup c'est je ne sais pas quel autre pays. Voilà, ces chiffres sont faux. Il n'en demeure pas moins qu'il y a un vrai sujet. En l'occurrence, beaucoup de gens veulent réformer donc, le protocole de Bitcoin pour le rendre plus léger. Il y a un énorme débat. Là, il y a diverses sources, mais il me semble qu'aux dernières nouvelles, c'était que 40% de l'énergie mobilisée pour Bitcoin était d'origine renouvelable. Parce que le problème de Bitcoin, c'est pas qu'il dépense beaucoup d'énergie, c'est que certaines installations utilisent de l'énergie sale. Les centrales à charbon, ce genre de choses. Depuis que la Chine a banni le minage, ça tend quand même à devenir beaucoup plus propre. Mais pour moi, la clé, c'est surtout que les États mettent en place des politiques publiques ambitieuses là-dedans, interdisent le minage de Bitcoin quand ça vient de centrales à charbon, et le favorisent par contre quand c'est du renouvelable. Quand c'est du renouvelable. Parce que faut aussi penser aux producteurs d'énergie verte, ceux qui ont des fermes de panneaux solaires, des barrages hydroélectriques.
bah, de temps en temps dans l'année ils produisent trop d'énergie et Ouais. il n'y a pas assez de monde pour le racheter. Ouais. Le problème, bah, voilà, ils ont fait beaucoup d'investissements pour avoir tous leurs trucs renouvelables et ils ne peuvent pas avoir le maximum de rendement dont ils pourraient bénéficier. À ce moment-là, quand il n'y a pas assez de personnes pour acheter leur électricité, bim, ils branchent un mineur de Bitcoin. C'est de l'énergie verte. Là, on Lui, fait, il peut investir. on fait un petit coucou à Sébastien Gouspillou. Et voilà, donc en fait, ça peut paraître contre-intuitif, mais Bitcoin peut être un vecteur de transition énergétique si c'est bien utilisé. Et pour moi, c'est les États qui ont la clé. Et l'État français ne s'y est pas encore intéressé, se pince un peu le nez sur ces sujets. Ok. Et je pense notamment à EDF, ils ont été approchés plein de fois. Ouais. Ils devraient vraiment bouger dessus parce qu'il y a vraiment des choses à faire. Et tant qu'on est, et pour finir avec la question un peu étatique, et c'est très intéressant d'ailleurs de votre réponse du fait que c'est le rôle des États peut-être de faire quelque chose à ce niveau-là, le rôle non pas des États mais des zones économiques, et puis avec ce qui est en train d'arriver, le yuan virtuel, l'euro numérique ou virtuel, les fameuses monnaies des banques centrales. Est-ce que ça va venir chambouler la Au donne? contraire, non, je pense que Bitcoin trouvera encore plus sa place dans cet écosystème-là. Ce serait une publicité géniale pour Bitcoin. Parce que les monnaies de banque centrale, on ne peut pas croire une seule seconde que ça ne sera pas surveillé, que le moindre euro sera pisté. Bitcoin n'est pas anonyme mais pseudonyme, mais permet, disons, il faut une enquête de police, il faut que ça aille assez loin pour qu'on voit qui a fait une transaction sur Bitcoin. Là, sur le futur euro numérique, ça sera vraisemblablement pas le cas. Donc, on a besoin d'un minimum de liberté pour nos petits échanges et Bitcoin l'apportera. Ok. Parce que c'est vrai que là, pour les monnaies numériques de banque centrale, c'est vrai que bon, la zone euro, on peut comme se dire que dans un environnement comme celui qu'on connaît en Europe, bon, ce serait effectivement problématique d'avoir des monnaies numériques totalement numériques et donc finalement qui nous ferait perdre la liberté quand même assez incroyable qu'on a avec le cash. C'est-à-dire que là, si je te donne un billet de 50 €, personne ne peut savoir que je te l'ai donné. C'est vrai que demain, l'enjeu, c'est de pouvoir continuer à faire la même chose avec du cash numérique. Après, ça risque d'être un peu compliqué si effectivement on est capable de tout tracer. Et puis après, il y a la version, c'est pareil, c'est un projet qui nous intéresse pas mal avec Greg. C'est ce qui se passe en Chine. C'est-à-dire qu'en Chine, Ouais. une monnaie numérique de banque centrale, c'est un petit peu l'espèce de cherry on the cake du contrôle social des citoyens, où déjà les Chinois Il y a une notation. voilà, doivent faire gaffe à absolument tout. Et en fait, derrière, quand tu as en plus réussi à prendre le contrôle sur la monnaie, donc sur le portefeuille des citoyens, et la moindre sanction au moindre écart, bim, sanction, on prélève de l'argent et basta. En fonction de ta note, tes euros ou tes dollars vaudront plus ou moins cher. Parce que Par tu auras un exemple. coefficient Oui, qui aura été ajouté Par par l'État pour dire si tu es un bon, mais c'est ou un un- bon ou un mauvais citoyen. Par exemple. Exactement. Mais juste aussi, parce qu'il y a aussi un bon côté, il y a juste l'euro numérique favorisera l'adoption du Bitcoin parce que les gens seront habitués à utiliser un du wallet. numérique, ouais. Et donc voilà. on sera dans l'utilisation de wallet, dans l'échange. Exactement, la Bitcoin peut être assez compliqué à prendre en main quand on Ouais. commence. Dans 10 ans, quand il y aura l'euro numérique, ça sera... Quand Hyper on aura simple. dit à tout le monde, il vous faut un wallet, sera très ça simple. paraîtra beau, Exactement. plus simple. Ça sera très simple. Et c'est tout le paradoxe de la situation, c'est que les banques centrales qui veulent reprendre la main sont aussi un peu en train de créer contre elles-mêmes Faites pas des cryptos conditions. sur des wallets, mais nous on va créer un wallet super bien où vous pourrez faire du numérique. En Voilà. gros, Ouais, c'est un peu le sujet. ok, cool. On arrive vers les dernières questions de la fin. Alors, ceci est un graphique du Bitcoin sur 1 an et demi. Nous avons fait donc un double échec sur le Bitcoin sous les 65 000 $. Ici, j'ai mis les différents dips possibles. En fait, on est exactement au même prix qu'il y a 3 mois quand j'ai fait ce graphique, qui est un graphique que j'ai présenté dès le début de l'année, dès qu'on a fait le double top. Je ne sais pas si vous vous rappeliez, mais moi, quand on était tout là-haut, je disais faites gaffe, il y a un peu trop de to the moon en ce moment. Et j'étais passé baissier assez rapidement. Est-ce qu'on va vers un méga dip? Est-ce qu'on peut aller plus bas? Je pense que la réponse c'est oui de toute façon, puisqu'on l'a vu ensemble.
Oui, c'est possible. On a... Mais après, c'est surtout à toi de le dire. Ouais, ça, c'est ta partie. Ça, c'est mes questions, mais en tous les cas, tant que le marché est sous la pression, tant qu'on a de l'aversion au risque, tant que les banques centrales ne changent pas de braquet, on risque d'avoir une dynamique des prix qui restera sous pression. Et je pense que c'est le cas la semaine dernière, c'est le cas ce week-end, et tant qu'il n'y aura pas un changement de paradigme, on risque de rester dans la tendance baissière dans laquelle on est depuis des mois, quoi. En tout cas, un bitcoin à 15 000, moi j'achète. Hein. Bah, c'est ce que je mettais ici, worst case, moins 85, parce que je prenais les chiffres qu'on a vus avant là, sur le moins 85 comme étant le plus bas en référence, entre moins 82 et moins 87 exactement. Et en fait, voilà, je me dis que si le Bitcoin revient sur les 30 000, sous 30 000, en fait, tout est possible et très vite. Il y a un gap du CME lorsqu'ils ont lancé les futurs qui est à 26 000 de mémoire. Il y a le seuil psychologique des 21 000 $ qui sont les anciens plus hauts de 2017. Il y a le seuil psychologique des 20 000. Mais oui, le seuil des 20 000 pour moi est important parce que c'est tous ceux qui ont investi dans le précédent bull market, pour l'instant ne sont pas en stress. C'est à partir de ce moment-là, si on passe en dessous des 20 000, que ça risque d'être compliqué. Moi, ce que j'espère, c'est que quoi qu'on fasse, on le fasse, mais vite. Vite et fort. Parce que si on met 1 an et demi à descendre avec des vagues de hausse, de baisse, de vagues de hausse, de baisse, comme on a connu dans la baisse des technos en 2000-2001, ça va être long. Ça va être long et pénible. C'est d'ailleurs pour ça que pour essayer d'envisager là où on se trouve, il peut être intéressant d'étudier un graphique qui fonctionne sur tous les marchés depuis 100 ans. C'est d'ailleurs un des seuls paramètres du marché qui n'a pas changé depuis 120 ans, c'est l'humain, la psychologie. Avec des phases d'euphorie et des phases de peur, de dépression totale. Vous diriez qu'on en est où, vous qui vous lisez beaucoup de lecteurs, de clients, de détenteurs, de spécialistes? Je pense qu'on n'est même pas encore dans le rouge. Donc déni, peur, désespoir, panique. Je dirais peur, moi. Je dirais peur. On est dans la peur? Je dirais peur. Après, je pense simplement qu'on va pas forcément passer par vraiment un stade apocalyptique. Oui, je suis d'accord avec ça. Oui. Voilà, il y a trop d'institutionnels. Ouais. En fait, il y a trop de monde entre 20 et 25 qui sont prêts à dire vas-y, j'y vais quoi. Je suis là en soutien. Je pense aussi. Ouais, c'est-à-dire qu'on va connaître des moments compliqués, mais je vois pas, enfin ça on l'a connu avec Greg en 2018, quand vraiment tu passes de 20 à 3005 et que tu te dis bon, tout est en train de se casser la gueule. Ça a mis quasiment un an, mais je me rappelle en novembre, quand on est passé sous les 4 000 $, novembre 2018, voilà, mais moi je m'apprêtais à changer de carrière. Hein. Ouais. C'est ce qui était un bon signe. Il y a un lecteur qui dit moi je suis en dépression depuis 2 semaines, donc ça doit être ça, hein, on est dans le on est entre peur et désespoir. Faut pas Enfin non mais honnêtement, et là c'est sérieux, il y a évidemment tout ce qui se passe autour des prix, bon ça faut le suivre, mais c'est aussi là où l'écosystème a énormément changé par rapport à 2018, c'est qu'il se passe plein de choses derrière Bitcoin et en fait les espèces de stars du marché, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plein de projets qui se montent, et c'est ce qu'on disait au départ, quand on commence à s'intéresser aux cryptos, il faut vraiment regarder un peu quels sont les projets, les équipes, ce qu'ils proposent comme usage. Et il y en a certaines qui vraiment valent le coup d'être achetées parce qu'elles ont un potentiel énorme et qui est décorrélé en fait de... Et il n'y a que dans ces périodes de déprime qu'on pourra notamment les ramasser avant la fameuse alt season ou des choses comme ça, où les altcoins repartent d'eux-mêmes. Non, bien sûr. Bon, pour aller au bout quand même de l'explication du graphique long terme, etc., pour que tout le monde voit ce dont on parle, vous prenez un graphique du Bitcoin en échelle logarithmique, vous le regardez, là c'est sur les 7 dernières années, vous vous rendez bien compte des phases de hausse et de consolidation, Nous sommes a priori dans une phase de digestion, de prise de bénéfices, de consolidation du mouvement précédent. Il ne faut pas oublier qu'on est passé de 3 000 à 70 000. Si on revient de 70 à 20-30, on retrace une partie du mouvement et on revient chercher des zones de liquidité et de prix importantes. Il y a le niveau des 30 000 et entre 30 et 20, ça peut aller très vite. Voilà, c'est ce que je vous disais avant qu'on fasse cette émission. Et je disais,
On peut très bien avoir des liquidations puisque c'est un phénomène habituel sur ce marché. Imaginons qu'un jour on soit posé sur les 30 000 et puis en fait en l'espace de 3 jours on fait 30 000, 20 000, 20 000, 30 000. Et on aura alors à ce moment-là la phase de panique atteinte, la liquidation atteinte, les newbies en levier qui se seront fait sortir au bottom et on pourra enfin peut-être repartir de l'avant, quoi. Et on pourra enfin parler de la tech. Ouais. Non, parce que ce qui est chouette avec Bitcoin, c'est que quand, à partir du moment où on se lance dedans, ben, on apprend plein de trucs sur la tech bien sûr, mais sur la monnaie, tout ce genre de choses. Et au final, les baisses, ben, quand on a appris à aimer Bitcoin, on s'en fiche quoi. Parce qu'on sait à quel point c'est vraiment vertigineux comme projet. Et c'est pas un petit bear market qui doit nous faire peur. Moi, je me souviens encore du salon Surfing Bitcoin, dont j'ai le t-shirt, petite dédicace à notre ami Joe. Surfing Bitcoin, donc, qui est un salon qui a lieu tous les ans à Biarritz, où je suis venu l'année dernière, et je me souviens avoir discuté avec des gens qui disaient il y a trop de monde dans les cryptos, il y a trop de débutants, faut qu'on nettoie. Nettoyer, ça veut dire corriger fort pour sortir les mains faibles, les débutants, les petits montants en effet de levier. C'est pas ton double maléfique qui disait ça. Il me semble l'avoir entendu dans ta bouche. C'est keep calm and follow the trend. Allez, les dernières questions, parce qu'on est déjà à 1h30 d'émission et qu'il faut que tout cela soit digeste. Au pire, vous reviendrez quand on aura fait le creux et qu'il faudra nous donner la liste des courses à faire. Selon vous, le bear market, le bear market continue, est-ce que le bear market va continuer? Petite dédicace à Pierre Crypto exactement à ce sujet. Exactement. Oui, je parlerai pas vraiment de bear market moi, parce qu'il y a encore plein d'opportunités. Non, mais la phase de descente, oui, je pense que s'il y en a pour toute l'année. Ouais. Non, mais effectivement, c'est-à-dire qu'il faut quand même pas oublier d'où on vient, quoi. Enfin, c'est-à-dire que là, on est quand même en train de se dire c'est la catastrophe. S'il y a 2 ans, on nous avait dit vous serez en 2022 en train à de plus de discuter, 30 000 $. Discuter d'un bitcoin on aurait signé tout de suite. À plus de 30 000 $, qui est quand même passé pas loin des 70 000. Ouais. Tout le monde aurait dit bah bien sûr, et puis voilà la marmotte, hein, comme tu viens de le dire. Donc en réalité voilà, il y a quand même ce point là, et puis ouais, comme le dit Greg, ouais, un bear market sans doute. Après c'est toujours pareil, il y a pas mal d'opportunités, plein de choses à aller chercher au-delà des blue chips dans la crypto, quoi. Et la différence aussi avec 2018, en 2018 vraiment il n'y avait plus rien, après le crash, plus rien, et pendant des mois il y avait très peu d'actu, et là ben, il y a tout ce qui est autour des NFT, des métavers, il y a énormément de choses. Les fonds d'investissement qui se créent, moi j'ai des gens de la finance traditionnelle qui vont dans des fonds d'investissement, des équipes se montent sur tous les projets, enfin on voit que c'est ce qui m'avait fait d'ailleurs moi changer d'avis en vous suivant et en vous lisant ces dernières années, c'est de comprendre que une fois passé l'aspect spéculatif, etc., derrière, on parle pas juste d'une mode, mais peut-être d'un changement de société, quoi. C'est probable. Pensez-vous que l'on pourra payer partout en Bitcoin dans les années à venir? Ben, je pense que beaucoup de cartes de paiement permettront de payer en Bitcoin. Bah, après, est-ce que ça sera sur le réseau Bitcoin ou alors via un transfert en euros au moment où on met la carte? Ça reste à voir. Mais bon, en France, comme disait Raph tout à l'heure, bon, le système financier fonctionne très bien. Donc je pense pas que ce soit une priorité. Ouais, moi je dirais comme ça spontanément que oui, à mon avis on pourra payer dans pas mal d'endroits en crypto. Après, oui, ce sera un peu fonction de l'intérêt des régions, quoi. C'est-à-dire que si on a un système qui marche plutôt bien, ça ne sera pas grand sens. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est vraiment de voir comment ça se développe, Amérique du Sud, Afrique, une partie de l'Asie. Là, je pense qu'on n'a pas encore vu grand-chose du boom des cryptos. Et je pense que Visa, Mastercard commencent à utiliser les cryptos dans leurs infrastructures de paiement. Donc il faudra voir comment ça se développe. Mais je pense aussi que les fintechs qui vont débarquer dans les prochains mois, prochaines années, offriront des récompenses, du cashback avec des poussières de Bitcoin, avec des poussières de crypto. Je pense qu'il y a aussi ça à regarder. Ok. D'ailleurs, vous en avez vous des cryptos? Et si oui, lesquels? On a fait on l'a disclosé. On l'a disclosé sur The Big Well, sur le site de The Big Well. On est positionné tous les deux, on est très conservateurs sur Bitcoin et Ethereum.
à plus de 1000 euros chacun, quoi. Ok, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que discloser, c'est l'avertissement. Et étant donné que vous êtes journaliste, mais que vous en détenez, vous laissez entendre aux gens, voilà, on aime le secteur, on en détient nous-mêmes et on vous le dit afin d'être totalement transparent. Et aussi, au-delà de la dimension d'investissement, c'est important qu'on en ait pour utiliser. Oui, C'est un secteur qui est très complexe. On peut pas vous faire un test d'un service de lending si on n'a pas nous-mêmes mis du Bitcoin dessus pour voir comment ça marche. Ouais. Non, exactement, mais effectivement, notre quotidien, c'est de chercher des infos, de faire des interviews, des analyses, des enquêtes. On le trade, enfin, je ne vais pas parler pour Greg, mais moi, j'en ai jamais vendu. Je suis pas là pour, pour spéculer, pour gagner de l'argent avec. Dans tous les cas, vu ce que j'ai, je ne ferai jamais fortune avec les cryptos. En revanche, mon but et notre but ensemble, c'est vraiment de créer le meilleur média et d'informer au mieux nos lecteurs, la communauté, sur ces sujets. Magnifique. C'est beau. Et d'ailleurs, pour informer vos lecteurs et pour informer les miens qui sont un peu débutants sur les cryptos, etc., auriez-vous site internet, chaîne YouTube, livre, compte Twitter, bon, chacun prend ce qu'il veut. Ouais, j'ai un petit site web à conseiller. Tu connais The Big Whale ? The Big Whale, c'est pas mal. Alors, The Big Whale. Ouais, The Big Whale, c'est pas mal. Non, sinon, on a plein de sources à ce niveau-là. Ce qui est très bien aussi, c'est The Block. Ouais, The Block, on va surtout vous conseiller des sites américains qui sont nos références. The Block, il y a Bankless, il y a The Defiant. Ouais. Bon, là, il faut lire l'anglais, mais c'est très bon. Ouais, et d'ailleurs, à ce propos, nous-mêmes, là on écrit en français, mais l'interview du chef de l'État, en fait, français-anglais, et on va de plus en plus faire de l'anglais, tout en gardant évidemment le français, mais en se disant que on est sur un terrain qui est mondial, et on a envie de évidemment être très fort chez nous en France, mais aussi en Afrique où il y a un potentiel qui est énorme, et on a aussi envie d'être bon dans d'autres régions du monde. Et donc l'anglais est incontournable. Et puis sinon sur le reste, sur les chaînes YouTube, alors après ça dépend aussi du niveau et puis de l'exigence qu'on a. Mais si par exemple, alors nous on va aussi se mettre à faire des vidéos, mais typiquement il y a Asher qui fait des vidéos pédago très intéressantes. Bien sûr, mais il y a nos amis Cryptost aussi qui font des très bonnes vidéos. Il y a Découvre Bitcoin aussi pour les débutants. Excellent, très sympa. Excellent. Non, donc il y a pas mal de choses. Sur les livres, alors c'est pareil, ça dépend vraiment du niveau. Il y en a un que j'aime bien, c'est le standard, enfin Bitcoin Standard. Bitcoin Standard, ouais. Voilà, qui est un peu l'une des références sur le sujet, et effectivement, comme Greg me l'a rappelé, parce que moi j'avais commencé à le lire en anglais. Mais qui a été traduit en français. Ouais, tu peux le trouver sur Amazon en français. La traduction est un peu approximative parfois, mais on y apprend l'essentiel. Ouais. Et moi, je pourrais conseiller un autre livre, vu que tu parlais de Bitcoin Standard, on va parler d'Ethereum. Il y a le bouquin d'Ethereum écrit par Camilla Russo, qui est une journaliste américaine qui a fondé The Defiant il y a quelques années et qui raconte l'histoire d'Ethereum, d'où ça vient, comment c'était créé, pourquoi, et va bientôt être adapté par Ridley Scott au cinéma. Magnifique. Et juste un petit truc sur les comptes Twitter. Alors, hormis l'excellent compte de Grégory, l'excellent compte de Raphaël, et l'excellent compte de Nicolas et aussi de Nicolas, de notre serviteur. Non, mais tu mentionnais tout à l'heure, alors après c'est pareil, c'est-à-dire que ce qui est génial avec Twitter. Ça dépend, si on parle de trading, si on parle d'invest. C'est pour ça que nous on adore ce réseau social sur lequel on est très présent. C'est que d'une part, c'est vraiment le réseau social de la communauté crypto. Enfin, si on a envie quand même d'avoir des infos, c'est le meilleur réseau social. Et puis après, si on est dans le trading, il y a Pierre Crypto, il y a également Cryptodin qui travaille avec nous. Enfin voilà, il y en a pas mal qu'on pourrait citer. Et puis après, sur le pédago, tu parlais de Découvre Bitcoin. Découvre Bitcoin. Qui est très bon à ce niveau-là. Non, franchement, je sais pas si t'en vois. Oui, c'est ça. C'est déjà pas mal. Voilà. C'est déjà pas mal. C'est l'heure de l'apéro. Voilà. Génial. On doit finir là. Ça vient de sonner. Non, mais afin que la vidéo soit digeste pour tout le monde, on est à 1h30 de vidéo. On a fait le tour de toutes les questions que je vous avais proposées. Je trouve ça pas mal comme une première mise en bouche, et notamment pour les investisseurs actions qui avaient un petit peu envie d'avoir
des ressources, quelques infos, ma lecture de la situation, votre lecture à vous, mettre des mots parfois sur des impressions, des mouvements, des modes. Donc voilà. Et moi je voulais dire aussi, si vous avez des questions plus précises et tout, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur Twitter, on se fera un plaisir de vous répondre. Ouais. Ouais. Ou sur le site de Big Whale, enfin voilà, on a une adresse de contact, allez-y. Donc ce que je ferai, c'est que j'essaierai de vous mettre tac tac tac, ah bah ça fonctionne, hop, hop. Je vous mettrai tous les liens des personnes dont on a parlé et de notamment The Big Whale sur Twitter. Donc voilà le fameux compte avec les deux beaux gosses dans la vidéo. Elle est canon cette vidéo, j'adore. Donc voilà. Bonne pause où il faut. Là. The Big Whale, le nouveau média crypto, leur newsletter, leurs infos. Vous avez leur compte, Grégory Raymond et Raphaël Bloch sur le site. Messieurs, merci beaucoup. Un dimanche après-midi, alors qu'il faisait beau, d'être venus à la maison pour faire un webinaire de vulgarisation. On participe à l'adoption, on en est fiers et on vous souhaite à tous un très bon dimanche soir et à très vite. Bon dimanche. Salut tout le monde. Crypto Twitter.